On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Evelyne Faniel, entre autres pour son livre Enfin libre d'être soi-même, coécrit avec Christian Junot. Et donc voilà, Evelyne, je crois aussi que tu es coach. Alors je vais t'inviter à te présenter aussi succinctement, s'il te plaît. Oui, merci pour l'invitation, d'abord Lionel. Et donc, je suis de formation, je suis traductrice, et je suis aussi passionnée par l'humain depuis toujours. Je pense que c'est d'ailleurs cette passion qui a fait que j'ai choisi ces études de traductrice. Et j'ai travaillé pendant 17 ans dans le monde de l'entreprise, où j'organisais des formations pour les entreprises. Et donc, j'ai découvert à travers ces formations toute une série d'approches, dont la communication non violente, à laquelle je me suis formée et là où j'ai rencontré Christian Junot. Et à un moment donné, j'ai eu envie de passer de l'autre côté et donc de transmettre à mon tour, notamment la communication non violente et aussi toutes les approches qui m'ont personnellement aidée dans mon chemin de vie et à traverser les tempêtes de la vie. Et donc, je suis aujourd'hui coach et aussi toujours formatrice en entreprise et je me suis spécialisée dans ce que j'appelle un peu dans le jargon le travail sur les parts d'ombre, sur les zones d'ombre qui fait l'objet du livre que j'ai coécrit avec Christian Junot. D'accord. Alors, merci beaucoup. Justement, alors donc dans ce livre paru aux éditions Jouvence, si je ne me trompe pas, donc vous parlez tous les deux, donc Christian et toi, des projections, des ombres, des parts d'ombre qu'on porte en soi. C'est-à-dire un livre très, très intéressant avec des petits exercices, des petites astuces à chaque fois. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que sont les projections, nos parts d'ombre et quelle est la place peut-être aussi, alors on verra peut-être après, de la communication non violente. Alors déjà, les parts d'ombre, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors la métaphore que nous utilisons dans le livre pour illustrer ces parts d'ombre, c'est la métaphore de la boule à facettes. Et donc on peut imaginer que nous les humains, nous sommes comme des boules à facettes et nous portons en nous toutes les facettes de l'humanité. Et en même temps, il y a certaines de ces facettes avec lesquelles nous avons une relation, je vais dire, qui est un peu compliquée, que nous percevons comme n'étant pas appropriées ou ne nous rendant pas des personnes aimables. Et donc, ce sont des parties de nous, quelque part, que nous avons du coup refoulées dans notre inconscient et que nous estimons ne pas faire partie de qui nous sommes. Et donc, c'est comme si on visualise la boule à facettes. C'est comme si sur notre boule à facettes, nous avons noirci certaines de nos facettes. Donc, une part d'ombre, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une partie de nous négative ou obscure ou maléfique en quelque sorte. C'est une part de nous refoulée dans notre inconscient, cachée, et dans laquelle nous ne nous reconnaissons plus. Donc si je prends un exemple très concret, une part d'ombre qui est assez fréquente dans notre culture et dans notre éducation judéo-chrétienne, c'est la part de l'égoïste. C'est une facette de la boule à facettes, généralement, que nous n'aimons pas beaucoup, que nous jugeons, qui est connotée négativement. Et donc, chez beaucoup d'entre nous, c'est une partie qui, du coup, a été noircie au niveau de notre boule à facettes et donc qui va même s'exprimer dans notre manière de nous présenter, de nous identifier, où nous allons, par exemple, pouvoir dire « moi, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste ». Eh bien, à chaque fois que je dis quelque part que je ne suis pas
et puis quelque chose, un qualificatif derrière, eh bien, on pourrait considérer que c'est une part d'ombre, puisque c'est comme si c'était une part de mon humanité que je ne me reconnais pas, que j'ai refoulée dans mon inconscient et que je rejette et que je renie en quelque sorte. Et la particularité d'une part d'ombre, qui est une part de moi que je rejette, que je refoule, contre laquelle je lutte, que je n'aime pas de mon humanité, c'est que toutes les parties de moi que je rejette, que je refoule, je vais de toute façon les attirer dans ma vie, mais de manière inconsciente et inappropriée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette, question de quand tu dis «attirer», on va les attirer dans notre vie. Qu'est-ce que tu entends par là? Par exemple, pour la part d'ombre, de l'égoïste? Ouais. Oui, alors, la mécanique par rapport à ça, la vie est merveilleusement faite parce qu'elle est là pour nous inviter à nous reconnaître dans la totalité de l'humain que nous sommes, donc avec toutes les facettes de notre boule à facettes. C'est par le mécanisme de la projection et de ce qu'on appelle aussi l'effet miroir. C'est-à-dire que je vais projeter à l'extérieur de moi les parties de moi que je ne me reconnais pas. Donc, par exemple, si je ne reconnais pas ma part d'humanité de ma boule à facettes qui est l'égoïsme, eh bien, je vais projeter cette part de moi à l'extérieur, dans mon monde extérieur, et elle va m'être renvoyée en miroir par le monde extérieur de différentes manières. Elle va, par exemple, m'être renvoyée par projection et par effet miroir parce que je vais attirer à moi dans ma vie des personnes que je vais juger comme égoïstes. Et donc, je vais attirer à moi Mmh. la part d'ombre de l'égoïste à travers la relation miroir. Ça, c'est une des mécaniques possibles. La deuxième mécanique possible, c'est que je vais, comme ce sont des outils à la base neutre de ma boîte à outils de l'humain que je renie et que je refoule et que je ne reconnais pas, sur laquelle je n'ai pas mis de la conscience, qui sont enfouis dans mon inconscient, je vais du coup les utiliser et les vivre, mais d'une manière inappropriée. Donc, par exemple, si je refoule ma part égoïste, je vais me mettre la pression pour tout le temps être dans l'opposé, la polarité opposée de l'égoïsme, donc tout le temps être dans l'altruisme, dans la générosité et dans vouloir faire plaisir aux autres. Et donc, ça va être du coup un espace de stress et de tension pour moi parce que dans mon inconscient, la croyance est que pour ne pas être quelqu'un d'égoïste, ce que je juge négativement, je dois à tout prix être son opposé, qui est la part altruiste. Et donc, je vais me mettre la pression pour tout le temps me nier et faire passer les autres avant moi. Et ça pourrait avoir, par exemple, comme conséquence, et c'est ce qu'on voit régulièrement dans les phénomènes de société actuels, ça va se manifester par, à un moment donné, je vais m'épuiser à ça, puisque je ne me remplis pas et je suis tout le temps en train de vouloir donner mon énergie aux autres. Et donc, je vais peut-être finir par m'épuiser, par faire un burn-out et par avoir un mécanisme interne qui va m'obliger à être complètement centré sur moi, donc à vivre ma part égoïste, parce que je me serais tellement vidée de mes ressources que je n'aurais pas d'autre choix que de m'occuper de moi. Et aujourd'hui, si je prends la Mmh. facette de la part égoïste, j'aime définir l'égoïsme autrement que dans notre vision binaire de c'est mal l'égoïsme ou c'est bien. Mais pour moi, l'égoïsme, ce n'est rien d'autre que ma capacité, donc la facette de ma boule à facettes, qui me permet de prendre soin de moi. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste Mmh. un outil dans ma boîte à outils de l'humain qui, si je l'utilise en conscience, est totalement OK, en fait. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, dans ce que tu viens de dire, c'est très, très riche, et j'ouvre une parenthèse en disant que donc alors, bon, encore une fois pour les auditeurs, hein, si vous l'avez déjà entendu, je suis désolé, mais ceux qui ne savent pas, donc j'ai été élève d'Arnaud Desjardins. Je ne sais pas si tu connais Arnaud Desjardins, donc voilà, instructeur de méditation, instructeur spirituel qui a beaucoup, beaucoup voyagé et puis qui a été élève
de Swami Prajnanpad. Et donc Arnaud disait qu'effectivement, on avait plein de facettes. Alors il comparait ça, il prenait l'exemple d'une main, par exemple, en disant qu'on avait l'égoïste, le violent, le passionné, le bon disciple, le bon pratiquant de méditation, et cetera. Et qu'en fait, toutes ces facettes, on les voyait pas forcément et qu'elles passaient les unes après les autres sur le devant de la scène du conscient, de manière mécanique, hein, d'ailleurs, et non voulue. C'est-à-dire que, bah, des fois, c'est des phases dans une seule journée ou dans une seule semaine, mais des fois, c'est des phases sur plusieurs mois ou plusieurs années. Donc on va rentrer comme ça, comme dans des rôles, en fait, en mettant la casquette du bon pratiquant, de l'égoïste, et cetera, et cetera. Et je trouve que c'est, très lié avec, ce que tu es en train de dire sur l'histoire de la boule à facettes et de la conscientisation de ces facettes, qu'on porte tous en soi. Et donc ça m'interpelle aussi parce que, tu mentionnais, cette idée que, l'extérieur nous renvoie ces facettes-là et que des fois quand on veut pas le voir, alors, hein, tu me dis si je me trompe, finalement quand on veut pas le voir, ça peut nous pousser tellement loin que finalement, par exemple le burn-out, la dépression, vont t'obliger en fait finalement à voir cette facette-là que tu ne voulais pas voir, parce que tu auras été tellement loin dans l'évitement, que finalement, bah, par exemple pour l'égoïsme, bah, tu vas devoir finalement être un peu égoïste, c'est-à-dire consacrer du temps à ta propre personne parce que finalement la vie t'a poussé dans tes retranchements. Alors, comment quelque part on peut, prendre conscience de manière active sans aller justement dans des retranchements? Tu vas reprendre la main en quelque sorte. Alors, ce qui est absolument, fabuleux dans cette mécanique, quelque part qui est la mécanique de la vie, c'est que le monde extérieur est en permanence le reflet de mon monde intérieur et notamment des espaces de moi que je ne me reconnais pas. J'aime beaucoup cette phrase de Krishnamurti qui dit: «L'autre est le miroir à travers lequel je peux me voir tel que je suis réellement». Et que donc, c'est comme si ces parts d'ombre, je ne peux les voir qu'à travers le miroir qu'est l'autre, puisqu'elles sont devenues des parts de moi inconscientes. Et donc, moi, je suis émerveillée de cette mécanique de la vie et de la manière dont elle nous renvoie constamment à nous-mêmes. Et elle le fait, en tout cas de mon point de vue, non pas pour nous punir ou pour nous sanctionner, mais pour nous inviter à aimer, à apprendre à aimer la totalité de l'humain que nous sommes. Or, dans le monde de dualité dans lequel nous sommes, nous avons cette impression que nous sommes constamment en face de deux mondes, celui du bien et celui du mal. Eh bien, en miroir de ça, c'est comme si nous passons une bonne partie de notre temps et nous consacrons beaucoup d'énergie à essayer de nous faire croire à nous-mêmes et au reste du monde que nous sommes la moitié d'un humain. La moitié bienveillante, la moitié gentille, la moitié honnête, etc. Et que du coup, nous en oublions que nous sommes la totalité d'un humain. Et moi, ce que je dis toujours, pour moi, le danger, ce n'est pas d'être toutes ces facettes de notre humanité, donc aussi bien la part violente, la part menteuse, la part malhonnête, etc. Ça fait partie de qui nous sommes. Ce qui est dangereux, c'est de croire que nous ne le sommes pas. Parce que c'est à partir de là que la mécanique de l'ombre se met en place et que le dysfonctionnement et que l'inconscience de la totalité de ce que je suis peut créer et de la tension intérieure et aussi des manifestations extérieures qui vont pas dans le sens de ce que je souhaite exprimer ou expérimenter. Alors ça, c'est vraiment très fort, hein, ce que tu dis, et je trouve que c'est vraiment, important parce que dans la pratique enfin bon, moi, pour ma part, dans la pratique de méditation, je me rends compte, même encore au bout de là, ça va faire presque 17-18 ans à peu près que je médite, donc méditation sans objet. Je vois bien à quel point régulièrement encore, il y a des facettes de moi,
qui remontent, où je me dis: «Tiens, dis donc, tu sais, on dit qu'on porte la plus grande lumière en soi et aussi les plus grandes parts d'ombre». Voilà, et donc là, on est en plein dedans parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on veut pas voir, qu'on se dit, bah, justement, qu'on rejette à cause de notre culture, de notre éducation, et cetera, et c'est des choses qui sont pas forcément, folichonnes p à nos yeux, hein. On se juge nous-mêmes comme bon, voilà, la part violente, ah, c'est pas très beau, la part, je sais pas moi, mesquine, la part un peu voleuse. D'ailleurs, et à ce titre-là, Christian avait, fait une newsletter assez intéressante où il parlait de la part du tueur en nous, et oui, bien sûr, tout à fait, et comme je dirais que ça a un mauvaise presse publiquement, voilà, bon. Alors que si tu es vraiment dans la connaissance de soi, là, à un moment donné, c'est des parts que tu rencontres. Est-ce que tu as des astuces, bienveillantes justement pour, dealer un peu avec ces parts-là quand tu les croises, dans ton chemin, par la méditation, le qigong, le yoga, je sais pas, parce que ça arrive, hein. Des libérations d'émotions par exemple, hein, en pleine séance de yoga ou de qigong, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc est-ce que tu as ouais, des tuyaux, des astuces, l'accueil de l'émotion peut-être? Alors, oui, c'est le maître mot par rapport à ça, c'est effectivement le mot «accueil», mais qui en même temps veut tout dire et veut pas dire grand-chose parce que c'est un peu abstrait. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, oui, d'embrasser toutes ces parts et de quelque part, sortir de l'idée qu'elles sont bonnes ou mauvaises pour les voir simplement pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des parts de notre humanité. Alors, c'est vrai qu'avec, avec Christian, on pratique un processus, donc qui est un processus de réappropriation des parts d'ombre, qui est décrit d'ailleurs à la fin de notre livre et qui est un processus qui nous a été transmis par un monsieur qui s'appelle Peter Koenig, par lequel nous avons tous les 2 été formés, et qui nous invite vraiment à quelque part à réintégrer à l'intérieur de nous, mais au niveau du cœur, pas par un processus mental, mais vraiment par un processus d'accueil dans le cœur, de cette part blessée, parce qu'il s'agit de parts blessées en nous que nous avons rejetées, que nous avons refoulées parce qu'à un moment donné, notre expérience ou notre vécu avec cette part de nous a peut-être créé de la souffrance ou a créé de la tension et que du coup, nous l'avons rejetée en bloc quelque part. Et si tu prends l'exemple de part que tu as cité et peut-être notamment l'exemple de la part violente, eh bien, en fait, c'est parce que ces parts-là, ou la part manipulatrice, par exemple, c'est parce que ces parts, elles sont connotées par toute une série d'idées préconçues sur le fait que c'est du côté du mal. Mais en fait, toutes les facettes de notre boule à Mmh. facettes sont, à la base, sont neutres, sont des outils de la boîte à outils de l'humain. Et si je prends par exemple la part violente, si elle est utilisée en conscience, je vais peut-être avoir besoin d'aller chercher en moi cette violence, qui est pour moi une puissance aussi et peut-être une pulsion de vie et de survie. Si à un moment donné je suis attaquée ou si un de mes enfants est attaqué et que j'ai à y aller avec toute ma puissance pour protéger la vie. Et cette part violente d'ailleurs, elle fait particulièrement écho par rapport à mon histoire puisque j'ai fait de la communication non violente et qu'on en a déjà notamment discuté avec Christian et on a pu voir tous les 2 que notre attrait, notre attirance pour la communication non violente, en réalité et avec tout ce que la communication non violente a de merveilleux et tout ce qu'elle apporte, mais elle nous a attirés à la base parce que c'était une manière supplémentaire de nous cacher ou de refouler en nous notre part violente que nous n'assumions pas. Comment est-ce qu'elle se manifestait de manière inadéquate et disproportionnée? C'est que toute cette violence qui était refoulée en nous, elle se retournait contre nous. Parce que moi, la véritable violence, elle l'était vis-à-vis de moi, en fait. Dans la manière de ne pas me respecter, de ne pas m'écouter, de ne pas fixer mes limites, de vouloir toujours être gentil et plaire aux autres et ça, c'était de la violence. Oui, d'accord, je comprends. Mmh. Est-ce que tu penses que des gens, alors là, c'est une question qui est pas, enfin, qui était pas prévue, mais par exemple, moi, je suis né dans le 93, donc qui est une banlieue autour de Paris
qui est, relativement violente, hein, voilà, où la violence est souvent présente. Hem, Est-ce que tu penses que quand on évolue dans un environnement, alors plus ou moins proche, hein, parce que c'est pas forcément la cellule familiale et intime, mais c'est vraiment le milieu social. Est-ce que tu penses que quand on évolue dans un milieu, social, violent, ça signifie qu'on peut aussi avoir soi-même, hem, heu, quelque chose à régler avec la violence? Est-ce qu'on peut dire que quelque part, les choses, les éléments qu'on croise dans notre vie, comme tu le disais tout à l'heure, dans l'intelligence de la vie finalement, chaque chose qui se produit font comme un miroir? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu une question complexe, hein, Moi j'ai tendance à penser que oui, mais bon, oui. Alors, en tout cas, il y a miroir s'il y a une charge émotionnelle intense qui est liée à ce que je perçois du monde extérieur. Donc, si par exemple, Mmh. je vois, de la manipulation autour de moi, des gens qui manipulent et que ça ne me met pas en tension, mais que simplement j'observe ça, mais d'une manière assez tranquille, assez neutre, il y a pas nécessairement d'effet miroir. Mais à partir du moment où ça me met en tension, Mmh. où je dis des mots comme ça m'insupporte, je ne supporte pas, je suis révoltée, je déteste les gens qui, etc. Alors là, c'est probablement l'indice qu'il y a un Mmh. effet miroir quelque part. Mais l'effet miroir est beaucoup plus subtil que ce que la croyance populaire en dit, qui dirait par exemple le défaut que tu vois, qui t'énerve chez l'autre, c'est un défaut que tu as. C'est vraiment parfois beaucoup plus dans la subtilité que le miroir se manifeste, se révèle et se décode. Du coup, ce n'est pas parce que je vois des manipulateurs tout autour de moi que forcément j'ai une part d'ombre qui est la manipulation, mais ça peut être la révélation, peut-être ou le miroir de ma difficulté à m'affirmer, à poser mes limites, à me faire confiance. Enfin, il peut y avoir beaucoup de différents types de résonance par rapport à ça, mais en tout cas, ça parle, dans mon expérience, en tout cas, toujours d'une part de moi contre laquelle je lutte, qui est en tension, qui est en stress et qui n'est pas pleinement libre d'être dans sa pleine, oui, expression, j'ai envie de dire. Donc vraiment, le signe qui montre, qu'on est dans un mécanisme de transfert ou de projection, c'est la tension qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est bien ça? La tension, l'émotion, une Tout à réaction fait. intérieure forte? Oui, parce que toutes mes parts d'ombre, en fait, sont des espaces où je ne suis pas libre d'être l'humain que je suis et donc sont des espaces de tension, de retenue, puisque c'est comme si, inconsciemment, je devais cacher au reste du monde cette part de mon humanité. Donc je suis quelque part en contrôle par rapport au flux naturel qui pourrait ou à l'énergie naturelle qui pourrait circuler à l'intérieur de moi, en fait. Je dois cacher au monde que je Mmh. suis égoïste, par exemple, et je dois le cacher à tel point que moi, j'en ai même oublié que j'avais cette part-là en moi. Mais en réalité, je ne suis pas égoïste. Je suis tout, en fait. Je suis, je dis Mmh. souvent une phrase qui fait un peu bugger le cerveau, mais qui dit, je suis tout ça à la fois et rien de tout ça à la fois, en fait. Je ne peux pas me définir en tant qu'humain, je ne peux pas me définir comme je suis quelqu'un de gentil ou je suis quelqu'un de têtu ou non, je suis juste moi à chaque instant. Et à partir du moment où j'essaie de me définir comme je suis quelqu'un de, ça veut dire que je veux à tout prix pas être l'opposé de ça et c'est là que la non-liberté d'être moi commence à opérer dans ma vie. Oui, voilà, c'est très intéressant, parce que effectivement, tu renvoies au fait que, toutes ces facettes sont aussi quelque part des étiquettes, des identifications et qu'elles ne correspondent pas au moi profond qu'on pourrait appeler, finalement le soi. C'est-à-dire presque, voilà, plus on se libère de tout ça, plus on rejoint le chemin,
de l'âme, finalement, beaucoup plus large, beaucoup plus, enfin, qui n'est pas limité par toutes ces étiquettes. Alors ça, c'est intéressant, mais avant d'aller jusque-là, je voudrais toujours dans cette idée de donner des tuyaux, à nos auditeurs et puis, voilà, pouvoir, réfléchir aussi à toutes ces questions-là. Quand tu parlais, des prises de conscience, moi je vais appeler ça comme ça, dans mon langage, une prise de conscience sur une projection, sur une ombre, qu'on a parce qu'on se rend compte que pardon, on a, finalement une grosse émotion par rapport à ça, «Ah bah, ça m'insupporte» et cetera. Donc bon, là on se dit: «Il y a quelque chose à aller voir» et on prend conscience d'une ombre qu'on porte. Bon, voilà, très bien. Mais en dépassant, en accueillant cette part d'ombre, en prenant conscience de toutes ces facettes et ces manifestations dans le quotidien, on commence à changer. Et je dis souvent dans mes livres que à partir du moment où on commence à changer, on se rend compte aussi qu'il y a des résistances, des liens énergétiques, subtils ou des liens, familiaux qui commencent à se mettre en tension parce que justement, par exemple, dans notre famille, dans telle ou telle famille, on va dire: «Bon, bah, la violence, est tabou». Voilà. Donc on va rejeter notre propre violence, par exemple. Ou je sais pas, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? L'égoïsme, est tabou, donc on va faire taire toute forme d'égoïsme et donc on va grandir avec ça et puis au moment où quand on est adulte, je sais pas 40-45 ans, on se rend compte que bon, bah, voilà, finalement on rejette notre part égoïste, ou on rejette notre part de violence. Eh bien, on va rentrer en friction avec nos amis, notre couple, enfin potentiellement, hein, il peut y avoir des frictions et cetera. Comment, enfin, qu'est-ce que tu proposes, comme moyen pour, dépasser ça? Est-ce que je suis clair, d'ailleurs? Alors, oui, alors mais si ce n'est que je vais pas nécessairement proposer un moyen, mais plutôt dire qu'à Mmh. partir du moment où ça continue de générer de la tension en moi, c'est que ce n'est pas encore pleinement pacifié, en fait. C'est que je suis pas encore pleinement en paix avec cette part de moi. Dans mon expérience, c'est quand je suis en paix avec cette part de moi, ça ne s'active plus, même si l'autre me traite d'égoïste ou me traite de voleuse, je vais pouvoir entendre, mais ça ne va plus me mettre en tension de la même manière. Et donc c'est en ça que le monde extérieur est en permanence le baromètre de à quel point j'ai pacifié mes parts d'ombre ou pas. Et je voudrais faire par contre une nuance D'accord, importante parce que c'est là que l'effet miroir et l'ombre sont souvent mal compris et je me rends compte que je n'ai pas encore abordé ce sujet. C'est que ce qui est miroir, ce n'est jamais le comportement, c'est le jugement que j'ai par rapport à la personne. Donc si par exemple, je vois quelqu'un qui a un comportement violent, et que je me branche sur l'effet miroir, je vais pas du tout avoir envie d'aller me regarder dans le miroir de cette personne parce que je vais dire: «Mais moi je ne fais pas comme lui, je ne me comporte pas de cette manière-là». Et donc ce qui est miroir, ce n'est pas le mmh, comportement, c'est OK, quel est le jugement que j'ai sur cette personne quand je la vois se comporter de cette manière-là? Donc elle est violente, elle est mmh, mmh. irrespectueuse, elle est manipulatrice, elle est perverse, c'est un criminel et cetera. Je vais aller voir c'est quoi les jugements et c'est quoi celui qui me met le plus en tension et c'est le jugement qui est miroir, ce n'est jamais le comportement. L'idée, c'est vraiment d'aller identifier quel est le jugement que j'ai sur cette personne ou sur cette situation, plutôt que d'essayer de m'associer ou de me dissocier à ses comportements. Donc du coup, si je reprends, je retraduis avec mes mots, quand tu parles du jugement qu'on porte sur la personne, il s'agit de quelque chose qui émane de notre propre mental et non pas de l'autre personne. C'est pas quelque chose qui émane de l'autre personne, mais c'est, l'étiquette que nous-mêmes nous mettons et ça part de nous, en fait. Ça part de nous et on le met sur la personne et c'est cette partie-là qui finalement nous appartient et effectivement ça change tout. Est-ce que c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est tout tient dans ma perception à moi, en fait et donc c'est moi qui crée la réalité, hein, quelque part, à travers le prisme et à travers le filtre de ce que je suis avec ma part consciente et avec ma part inconsciente et avec toutes mes croyances, en fait.
L'autre n'est pas, c'est un peu comme, Mmh. comme quelque part une femme, qui veut tomber enceinte et qui voit des femmes enceintes partout. Il y en a pas plus, il y en a pas moins qu'avant, mais simplement son attention est beaucoup plus focalisée sur les femmes enceintes, donc elle va en voir partout. Comme quand moi je rejette ma part égoïste, je vais voir des égoïstes beaucoup plus que d'autres. Il y en a pas plus que d'autres, mais c'est moi qui projette dans mon monde extérieur ce que je ne veux pas voir de mon monde intérieur ou ce qui me met en tension dans mon monde intérieur. Alors ouais, avant qu'on passe à autre chose, je voulais préciser ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je voulais que tu nous parles du moment où en fait on est en train de changer soi-même et on prend conscience d'un fonctionnement qu'on a, d'une projection du nombre qu'on a et qui parfois, peut bousculer un petit peu l'entourage. C'est-à-dire que, hem, on n'est pas c'est la phase où on n'est pas encore complètement libéré de cette part d'ombre qu'on a. On commence juste à en prendre conscience, mais ça rentre en écho, des fois un peu en ping-pong, et en friction ou pas, hein, d'ailleurs, mais avec certains membres de notre entourage, le couple typiquement, papa, maman, le frère, la sœur, et cetera. Voilà, et c'était sur ça que j'attirais ton attention pour, savoir, si tu avais un ou voilà une, pas une astuce, un moyen, mais enfin voilà, «des conseils» entre guillemets, ouais. Mmh. Alors je vais peut-être me répéter par rapport à ça, mais ce que je dirais, c'est que vu que le monde extérieur est le révélateur de mon monde intérieur, ça me permet de voir que cette partie-là, si elle commence à venir à ma conscience, donc si je commence à reconnaître que oui, je suis ça aussi, je suis probablement pas encore en train de l'aimer totalement. Donc je peux me Voilà, dire, c'est moi ça, j'ai voilà. parfois des personnes qui me disent: «Oui, oui, ben oui, je sais que j'ai une part manipulatrice, je sais que je suis ça». Oui, mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu peux l'aimer pour ce qu'elle est et la voir pour la beauté de ce qu'elle peut t'apporter si tu la pacifies réellement, puisque c'est jamais qu'un outil neutre de ta boîte à outils ou de ta boule à facettes de l'humain. Et donc c'est que le travail de la prise Mmh. de conscience est là, mais oui, je n'ai pas encore embrassé cette part en amour, en fait. Alors, alors, oui, c'est très, très, très pointu, très passionnant parce que, je vais te poser une question qui peut paraître une question piège, hein, mais alors, ça en est pas une, c'est une ouverture pour le prochain volet peut-être de l'interview. C'est simplement par rapport à quelqu'un, qui est une position par rapport à un dictateur, par exemple, hein? Qui fait lever en nous tu vois, une grosse tension. On se dit: «Bon alors, est-ce qu'on n'a pas accepté en nous la part de dictateur?» Bon, très bien. Est-ce qu'on n'aime pas assez cette part, voilà, tyrannique en nous? D'ailleurs tyrannique et dictateur, c'est pas tout à fait pareil, mais, hem, comment, faire la différence entre, reconnaître cette part tyrannique en nous, l'aimer complètement et se dire que du point de vue de l'extérieur, cette chose-là, une situation tyrannique doit cesser. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors, mais c'est une très bonne question et l'exemple du dictateur est excellent parce que, le mot dictateur est connoté, et il est très connoté et il est en plus historiquement très chargé d'émotions, donc très chargé aussi de rejet, de cette part de nous puisqu'elle a créé des tas de victimes et cetera, donc elle est très, très connotée et donc c'est un espace en nous qui est en tension. Et ça parle aussi notamment de notre rapport à l'autorité. Comment est-ce que nous sommes en paix ou pas en paix avec dans ce rapport à l'autorité? Or, si on prend le terme de dictateur dans le sens premier et pur du terme, hein, donc je suis linguiste à la base et donc les mots ont beaucoup d'importance. Le dictateur, c'est celui qui dicte le prochain pas. Et dans notre vie et Dictate, dans notre mmh. manière de vivre notre vie en conscience et en
et avec notre libre arbitre, c'est important que nous retrouvions notre propre faculté à dicter les prochains pas qui sont bons pour nous, pour notre vie et pour la vie qui est la nôtre. Et si je rejette la part du dictateur, je la rejette tout en bloc. Et donc, je rejette aussi cette ressource qui est ma facette du dictateur, qui est ma capacité à faire les choix et à dicter les pas qui sont bons pour moi. Simplement parce que j'ai associé le terme de dictateur à l'horreur qu'on y a associé. Et donc, on a tout rejeté en bloc. Et toutes les parts de moi que je rejette et que je refoule, je vais de toute façon les attirer à moi de manière inconsciente et inappropriée. Moi, dans mon rapport à l'autorité, j'avais beaucoup de choses à régler, notamment aussi. Donc, cette part de dictateur n'était absolument pas du tout réappropriée avec amour. Et par exemple, alors que je pratiquais la communication non violente, il m'arrivait régulièrement de crier sur mes enfants. Donc le dictateur que je ne voulais à tout prix pas être, je l'étais de manière complètement inadéquate et disproportionnée et pas du tout dans les espaces où j'avais envie de les exprimer. Mais c'était ma part inconsciente qui à certains moments ressurgissait parce que non maîtrisée, mais dans le sens noble du terme en fait, non appropriée. Mais du coup, plus je la réprime et plus elle va se manifester de manière inadéquate. D'accord. Alors, maintenant, par exemple, bon, pour ma part, et tu es belge, hein, toi, tu es pas en France? Oui. Non, non, je suis belge. Oui, oui. Pour ma part, en France, je trouve l'attitude de notre cher président complètement, dictatoriale, de plus en plus, heu, tyrannique même, j'ajouterais, voilà. Donc, j'ai bien vu justement depuis même presque 2 ans, parce que je t'avoue que c'est dès qu'il y a eu, à peu près au printemps, 2020, donc, je me suis dit: «Il y a ça cloche complètement», tout décidé dans un conseil de défense, élu non démocratiquement, et cetera. Je me suis dit: «Bon, là, ça part, ça glisse, dans une fin de démocratie». Bon, voilà. Et aujourd'hui, on le voit avec alors c'est mon point de vue, hein, mais moi je suis contre le pass vaccinal, et cetera. Mais la question est surtout, que ce soit lui ou un autre, comment, faire face à ça? Parce que j'ai bien vu que moi, par exemple, depuis presque 2 ans, ça a fait lever en moi des colères, des peurs, et cetera. Puis je me suis mis à conscientiser ça progressivement, à rentrer en amitié. Enfin, moi, c'est les mots que j'utilise, mais c'est pareil que toi, c'est la même idée, heu, enfin, de mettre de l'amour. Moi, je dis, mais entrer en amitié avec ces parts-là de moi. Bon, voilà. Et donc du coup, je me dis: «Mais en même temps, je voudrais bien qu'on récupère nos libertés. Je voudrais bien qu'on récupère, le fait voilà, de plus être, soumis à telle ou telle chose, ne pas être, tu vois? Donc voilà. Alors, est-ce que du coup, la clé de tout ça, c'est, simplement entrer en amitié avec la part intérieure en soi et faire preuve de détermination en pleine conscience? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points de vue, voilà, quel est ton point de vue par rapport à tout ça? Est-ce que tu vois à peu près de quoi je parle? Je crois que oui, hein, vu ton opinement. Oui, oui, je vois très bien et je suis en totale résonance avec ce que tu partages parce que moi aussi, cette période me met, souvent dans des états de tension extrême et dans des états de colère. Hem Et en même temps, je peux voir qu'aussi longtemps que je suis dans ces espaces-là, je ne suis pas en alignement. Je suis plutôt quelque part en résonance inversée, si tu veux, en miroir inversé par rapport à ceux que je juge, en tout cas, comme ou que je perçois comme prenant pouvoir. Hem et en même temps, beh, oui, je peux voir à quel point le miroir que sont ceux que je juge comme prenant pouvoir, sont le miroir de tous les espaces où moi je peux prendre pouvoir d'abord sur d'autres, parce que je fais ça aussi.
même si je le fais parfois de manière plus subtile et plus cachée et donc parfois peut-être même plus perverse. Et aussi de tous les espaces de moi où je me suis soumise, en fait. Et tous les espaces de nous où nous nous sommes soumis. Et donc moi, je vois cette période à la fois comme un exercice puissance 10 000 d'alignement constant, de réalignement et de retour à soi et à son intériorité constant, et aussi de pouvoir voir tous les espaces où je me suis soumise, où nous nous sommes soumis, parce que nous avons joué pour moi, contribué à ce jeu de domination-soumission, et de voir comment je peux reprendre ce pouvoir, mais pas en réaction, mais d'une manière qui soit alignée et Mmh. pacifiée, en fait. Et c'est un chemin et je ne prétends pas être au bout du chemin. Alors bon, je suis d'accord avec toi et hem, il est tout à fait clair pour moi que les 2 dernières années ont été des moments, de croissance de pratique. Alors quand je parle de pratique, c'est la présence à soi, la vigilance, l'accueil de ce qui est, l'accueil de mes émotions et cetera. Donc, voilà, et à ce titre, effectivement, j'ai été, bien secoué sur mes fondations et je remercie encore d'ailleurs, tous les gens qui m'ont amené à plus de connaissance de soi, de la méditation, je veux dire Arnaud Desjardins, les chamans que j'ai croisés, que j'ai suivis, voilà, tous ces gens-là, mon prof de qigong, voilà. Je vraiment beaucoup de gratitude parce que toutes ces ressources m'ont aidé à faire l'effet culbuto. Ça veut pas dire que j'ai pas été, bousculé comme tu le dis, hein, moi non plus voilà, je pratique et j'approfondis ma pratique. Bon, ceci dit, hem, tu as dit quelque chose d'intéressant et je sais pas si c'est, ce que je partage, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, quand tu dis nous avons fait le jeu de la soumission et nous avons laissé glisser une certaine, vers cette direction-là. D'ailleurs, c'est pas que nous, hein, parce que c'est presque planétaire. En tout cas tous les pays, modernes et ceux de l'OCDE en tout cas. C'est donc il y a quelque chose de collectif et je sais pas ce que tu en penses là-dessus parce que là, on va peut-être, atteindre des sphères, un peu, mystico-énergético, spirituello. Mais j'ai tendance à penser qu'effectivement, il y a quelque chose de, comme un égrégore quoi, un inconscient collectif massif. Est-ce que finalement d'ailleurs, c'est une vraie question, est-ce que, selon toi, les mécanismes qu'on retrouve, les facettes intérieures, pour une personne en individuel, fonctionnent aussi au niveau des masses, par exemple? Et qu'est-ce que tu penses de toutes ces questions? Oui, il y a beaucoup de nos parts d'ombre qui sont des parts d'ombre qui sont dans l'inconscient collectif et donc notamment l'égoïsme quand même qui est très lié à notre éducation judéo-chrétienne ou le dictateur qui est lié à un fait ou à des faits historiques majeurs et qui ont forcément créé, comme tu dis, un égrégore énergétique par rapport à tout ça et il fonctionne aussi longtemps qu'on a cette vision du monde, de la dualité. Donc moi, je suis très tentée en ce moment de voir ceux qui nous dirigent comme les mauvais, les méchants, ceux qui dysfonctionnent et enfin voilà, qui prennent pas soin, etc. Et en même temps, une autre part de moi, quand elle peut prendre ce recul, peut voir qu'ils ne sont rien d'autre que mon miroir et que en nourrissant ça, j'entretiens cette illusion de la dualité. Euh, j'ai perdu un peu le fil du coup de la question, mais donc oui, je pense que par rapport aux maths, il y a quelque chose, puisque nous sommes depuis des millénaires, j'ai envie de dire, dans un système de domination, de prise de pouvoir sur l'autre, de jeu de pouvoir, qu'il soit conscient ou inconscient, subtil ou moins subtil. Et en communication non violente, on dit que les jeux de pouvoir, c'est dès qu'il y a des étiquettes, donc même enfant-parent, c'est déjà un jeu de pouvoir.
et donc à partir du moment où nous avons joué à ces jeux-là, et c'est comme s'ils nous reviennent d'une manière maintenant extrêmement visible, mais peut-être avec, et ça c'est peut-être mon côté utopiste ou idéaliste ou bisounours, selon, mais peut-être avec une opportunité de nous en libérer en fait et de retrouver un terme que j'utilise, enfin que j'entends beaucoup ces moments-ci et qui me convient assez bien, qui parle de notre propre souveraineté en fait. Alors que très souvent, nous avons confié oui, notre propre responsabilité individuelle, et donc y compris la responsabilité de nos choix, la responsabilité de nos émotions, la responsabilité de nos besoins, nous les avons placés à l'extérieur de nous. Et donc je le vois moi comme une invitation à redevenir pleinement, oui, souverain de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes. Mmh. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, parce que finalement, les 2 dernières années de crise nous ont plongés un peu plus, dans notre intériorité et dans nos mécanismes intérieurs, et ça, c'est très intéressant. Ceci dit, j'allais rebondir sur, et puis ce sera peut-être le mot de la fin, sur le fait que, voilà, il y a peu de quelques jours, on a regardé avec ma compagne, Gandhi, le film de 1982, voilà, je sais pas si tu l'as vu, qui est très bien fait, hein, qui est assez fidèle à la vraie histoire, et du coup, comment ne pas penser à la situation actuelle? Bon, faut évidemment avoir, les yeux en face des trous, ce n'est pas la même chose, mais il y a plein de parallèles qu'on pouvait faire, et je trouvais ça intéressant aussi de se souvenir que dans l'attitude, dans la lutte de Gandhi, si lui était non violent, il y a eu beaucoup de réponses violentes en face de lui, et des massacres, perpétrés par, l'armée, anglaise. Il y a eu, les massacres, entre, hindous et musulmans, et plein d'autres choses. Donc ça a été, quand même très, très fort, et en fait, là-dedans, ce que j'y vois, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est effectivement une invitation, alors évidemment à voir ce qu'on porte en nous, mais surtout et comme un ancrage. C'est-à-dire que si toi, moi et je sais pas moi, Christian ou et plein d'autres, on se dit: «Bon, ben voilà, on veut quand même regagner nos libertés et être, dans hem une lutte entre guillemets, je trouve pas le mot, mais tu vois, c'est intéressant, non violente, eh bien, il faut quand même, qu'on reste ancré dans la réalité, et qu'on voit que, bah, par exemple, si en face de nous, il y a des réponses violentes, ça nous oblige à être encore plus ancrés. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, ça nous oblige à être encore plus ancrés et à aller voir les espaces en nous qui sont encore en déni de notre propre violence peut-être. Et si je reprends l'exemple de Gandhi, et je ne Mmh, voudrais mmh, pas, enfin dire des choses qui ne sont pas par rapport à lui parce que je ne suis pas experte en la matière, mais peut-être dans quelle mesure lui était-il totalement en paix avec sa part violente en fait, et il me semble avoir déjà vu dans ce film-là ou dans un autre que c'était pas mmh, non plus, mmh, enfin un homme, c'était pas non plus un saint, et qu'il avait aussi notamment peut-être parfois des attitudes violentes, mais qui était peut-être cette part qui n'était pas encore mmh, pleinement réappropriée et pacifiée. Voilà, moi je suis notamment interpellée par rapport à cette crise de voir, et je m'inclus dans le lot, mais que, quelque part, mmh mh, nous ne nous autorisons pas à aller pleinement dans notre espace de liberté, par exemple, quand il y a des menaces de sanctions financières. Et donc, dans quelle mesure sommes-nous totalement libres et totalement prêts à assumer totalement notre liberté, quitte à, par exemple, avoir des amendes et autres. Et là, ça nous parle aussi de à quel point nous sommes encore soumis ou totalement libres. Et il y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. mmh, Il y a quelque part une opportunité mmh, de vivre ce jeu à un niveau, jamais inédit quelque part, mmh. et qui nous permet, qui Oui, sont des oui, oui, oui. révélateurs, extraordinaires en fait, à un niveau planétaire.
Complètement et d'ailleurs à ce niveau-là, j'avais fait un petit article sur mon blog où je parlais de à quel point en fait la période révélait les caractères, enfin les caractères, les natures, plus ou moins cachées, profondes, qu'on porte en nous et d'ailleurs il y a des choses étonnantes, hein, il y a des fois c'est pas étonnant et puis il y en a d'autres, des fois tu te dis: «Ah oui quand même, ah bah, je rigole et encore encore une fois, il y a pas de jugement, mais bon, il y a des fois, c'est cocasse, quoi, quand même, hein, voilà. Donc vaut mieux en rire, hein, voilà. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que alors pour conclure, Evelyne, est-ce que tu as, un mot de la fin, je sais pas, un conseil, quelque chose que tu veux partager, une lecture ou un petit mot? Voilà, je sais pas, je te laisse, Hem, alors une lecture, je ne sais pas si c'est autorisé de recommander la lecture du livre qu'on a coécrit avec Bien Christian, donc sûr, qui permet d'aller plus si. loin dans la compréhension de la mécanique des ondes, des projections, des effets miroirs et de l'expérimenter à travers, oui, des petits exercices, très concrets et pratiques. Et Mmh. moi, j'aime Bien sûr. aussi cette idée d'apprendre à embrasser et à aimer la totalité de l'humain que je suis, en fait, sous toutes ses facettes. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises facettes, il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne manière d'être au monde et d'être humain. Il y a juste oui, à être, de plus en plus conscient de la totalité de l'humain, de la totalité de la complexité, de la beauté, de l'humain que nous sommes, sous tous ses aspects. Au-delà des étiquettes, au-delà de cette dimension du bien, du mal, juste, reconnecter à qui nous sommes et reconnaître pleinement qui nous sommes. Mmh. D'ailleurs, effectivement, plus on se reconnecte à qui nous sommes, plus on est large en fait, et p enfin large, large dans le sens de l'accueil, plus oui, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Evelyne. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai, le lien de votre livre, de ton livre, coécrit avec, Christian Junod dans la description du podcast. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était un podcast super riche. J'espère que on aura enfin que les auditeurs et les auditrices, pourront suivre correctement, voilà. Mais bon, c'est un peu, hein, comme ça qu'on est, sur Géométrie du réel. Des fois, on part un peu, un peu loin. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, l'invitation. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Merci. Allez, je vous dis, à bientôt. Salut à tous.